Jean-Luc. Euh, je vous propose de poursuivre notre plongée dans l'IA avec une habituée de la, mettez-vous là, avec une habituée de Tech Fest et une habituée de la grande scène de Tech Fest, Gabrielle Alperne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et nous vous avons invité à nouveau cette année parce que vous venez de publier ce livre, Intelligence artificielle et l'homme créa Dieu. C'est un titre un peu provocateur quand même. Évidemment, vous l'avez fait exprès. Oui, effectivement. Alors, j'assume tout à fait le côté provocateur. En plus, j'aurais pu mettre un point d'interrogation, mais non, voilà. Disons que, bon, tout d'abord, en tant que philosophe, je pense que notre rôle est peut-être de provoquer un peu la réflexion. On l'oublie parce qu'on pourrait prêter 1000 rôles aux philosophes, mais les philosophes sont d'abord là pour ça, pour effectivement peut-être provoquer un peu leurs contemporains. Donc, j'assume tout à fait le côté provocateur. Et puis, au-delà de ça, je trouve que le débat public est un peu enfermé dans cette question ou dans cette angoisse. L'intelligence artificielle va remplacer l'être humain, l'intelligence artificielle va remplacer l'être humain. Et je me suis dit, finalement, voilà, est-ce que cette angoisse est légitime? Est-ce que finalement, l'intelligence artificielle ne viendrait pas remplacer quelque chose ou quelqu'un d'autre? Et donc, d'où effectivement cette question que je pose. Et si l'intelligence artificielle était peut-être ce nouveau Dieu? Oui, vous provoquez avec un outil. Alors, vous parlez souvent d'outils dans votre livre. Vous provoquez avec un outil qui est, chez certains, source de fantasmes ou en tout cas de beaucoup d'espoir. Chez d'autres, source d'angoisse, d'inquiétude. Est-ce que ça ne va pas me remplacer au boulot? C'est quasiment cette dichotomie-là qui vous intéresse en tant que philosophe? En fait, ça fait depuis à peu près 2 ans que je mène des travaux de recherche sur l'intelligence artificielle, avec beaucoup d'entretiens. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que, au vu des entretiens que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un vocabulaire religieux, presque, qui était convoqué quand on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est l'objet d'attentes messianiques, d'angoisses apocalyptiques. On projette sur elle des attributs qui relèvent du divin, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence. Donc je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose quand même qui est à l'œuvre. On est en train de projeter sur cet outil quelque chose, effectivement, qui relève du divin, et j'avais besoin effectivement, de le déconstruire. Et puis, j'ouvre effectivement mon livre avec cette question. C'est le philosophe Karl Popper, en 1958, qui a fait une conférence à Zurich. Il répondait à la question suivante: en quoi croit l'Occident? Voilà. Alors, dans sa conférence, il donne un certain nombre de réponses qu'il va finalement à chaque fois torpiller. Et puis à la fin, il conclut en disant finalement, voilà, en Occident, dans ces pays occidentaux, il y a des tombes, la tombe du soldat inconnu à laquelle on rend hommage. Et donc finalement, voilà, en Occident, on croit en l'humanité. Bon. Sauf que ça, c'était en 1958. Aujourd'hui, en quoi croit l'Occident? En quoi, même plus généralement, croit le monde? C'est un peu comme si nous avions pris acte de la caducité des hommes et des dieux, et finalement, nous étions à l'affût d'une nouvelle figure de croyance. Et donc, toute la question que je pose dans mon livre, c'est que est-ce que l'intelligence artificielle est digne de notre foi ou pas? Est-ce que vous y répondez? Alors, évidemment, le propre des philosophes n'est jamais de répondre à une question, mais au contraire de provoquer 1 milliard d'autres questions. En tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire finalement, déjà, pourquoi diable l'être humain a imaginé un outil pareil? À quelle question et à quelle angoisse, à quel besoin, finalement, ça vient répondre? Et finalement, c'est quand même assez étonnant parce que c'est un peu comme si le XXe siècle ayant été un siècle d'horreur, où l'être humain avait peut-être eu le sentiment d'avoir fait face au silence de Dieu, au silence des dieux, il avait eu envie de créer un Dieu bavard. Voilà, l'intelligence artificielle, ChatGPT, c'est un Dieu très bavard. On peut l'interroger à toute heure du jour et de la nuit, il nous répond en nous mettant des tartines. On fait des prières, Dieu ne nous répond pas toujours. En revanche, l'intelligence artificielle générative, à toute heure du jour et de la nuit, quel que soit le jour de la semaine, effectivement, nous répond. Donc, souvent, nous répond avec d'autres questions aussi. Voulez-vous que je... Exactement. Donc, en plus, il entretient la conversation. Donc, c'est un Dieu accessible. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, en partant presque de cette plaisanterie, de cette hypothèse, voilà, et si ChatGPT était le nouveau Dieu,
Je dis finalement, ça n'est peut-être pas si, voilà, ce n'est peut-être pas tant une plaisanterie que ça. Peut-être qu'il y a derrière cette idée un peu farfelue quelque chose d'assez vrai qui vient en tout cas nous interroger. D'abord par rapport à finalement encore une fois pourquoi est-ce qu'on a créé un outil pareil, mais en plus aussi qu'est-ce que ça dit de nos attentes à l'égard de nos congénères et aussi qu'est-ce que ça dit à l'égard de nos attentes, enfin en tout cas dans nos attentes à l'égard de Dieu. Un Dieu qui est accessible 24 heures sur 24, dans notre poche, à notre main. On n'a pas besoin de faire de prières, de sacrifices, il n'y a pas de culte, il n'y a pas de liturgie, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est le Dieu total, absolu, à notre main. En préparant l'échange, vous m'avez dit, je cite, l'IA est salutaire dans le sens où c'est un outil qui nous révèle à nous-mêmes, et vous avez conclu, on en avait besoin. Qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui vous amène à cette conclusion? Oui, c'est vraiment, en tout cas, dans ce que l'intelligence artificielle dit de nos relations aux autres et surtout de nos attentes à l'égard des autres. Dans ce livre, je me repose sur un certain nombre de données sur un sondage qui a été réalisé par VI Voice et la Massif, qui dit que finalement, presque les 2/3 des personnes interrogées, donc de moins de 25 ans, préfèrent poser une question à ChatGPT plutôt qu'à leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs grands-parents. Donc déjà, à quoi servent les grands-mères demain, voilà. Et finalement, pourquoi est-ce que finalement on interroge, on préfère ChatGPT finalement à nos plus proches, à nos amis, à nos voisins. Qu'est-ce que ça dit de nos attentes? Est-ce que les autres sont peut-être intolérants, peut-être que les autres ne sont pas disponibles, peut-être que nous avons peur du jugement des autres. Quand près de 57% des personnes interrogées préfèrent poser une question à ChatGPT plutôt qu'à leurs collègues, qu'est-ce que ça dit du collectif de travail? Qu'est-ce que ça dit de l'entreprise demain, du management? Enfin voilà. Et puis aussi finalement, nos collègues, il y a tellement de problématiques de diplomatie, de rapports de force, de lutte de pouvoir, parce qu'il faut faire attention, il faut mettre les formes, voilà. ChatGPT, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. Donc voilà. Et pour moi, du coup, l'intelligence artificielle est vraiment un révélateur des relations humaines et peut-être justement, peut-être un coup de pied dans la fourmilière, pour nous obliger peut-être aussi à nous remettre en question et se dire, voilà, si mes amis préfèrent poser une question à ChatGPT plutôt qu'à moi, est-ce que c'est parce que parfois je suis mesquine ou je les écoute pas ou je leur donne de mauvais conseils ou je suis pas gentil ou je me moque d'eux, voilà, il est peut-être temps justement de me remettre un peu en question. C'est une réaction d'orgueil finalement que vous appelez de vos voeux? En fait, c'est ça, parce que quand on voit tous ces résultats, tous ces chiffres, on pourrait se dire, mais il y a vraiment de quoi désespérer. Si l'intelligence artificielle devient vraiment le seul interlocuteur légitime, effectivement, il y a de quoi désespérer. Ou alors, se dire qu'effectivement, on va peut-être compter sur le narcissisme que nous avons chacun au fond de nous et se dire, finalement, est-ce que chacun d'entre nous ne va pas être un peu piqué dans son orgueil en se disant, voilà, finalement, si mon conjoint, si mon meilleur ami, si ma sœur, voilà, préfère ChatGPT à moi, il est peut-être temps justement de me remettre en question. Donc je compte finalement sur l'orgueil humain justement comme aiguillon pour pouvoir effectivement faire en sorte que nous puissions peut-être devenir un peu meilleurs. Voilà, vous comptez dessus, mais en même temps vous dites on est à un moment, à la croisée des chemins. Bien sûr. En fait, c'est vrai, la question qui nous est posée est la suivante. Est-ce que nous avons le courage d'assumer notre humanité et de l'exercer? Ou alors, nous renonçons parce qu'elle est peut-être finalement beaucoup trop lourde à porter et donc nous allons décider de la déléguer à l'intelligence artificielle qui effectivement fait preuve de beaucoup plus d'empathie que certains médecins malheureusement pour annoncer une maladie, fait preuve de beaucoup plus de patience que certains professeurs à l'école, plus de discernement que des directeurs de ressources humaines ou peut-être plus de créativité que certains juristes. Et voilà, justement, est-ce que là, l'IA n'est pas, encore une fois, un révélateur qui pourrait nous remettre en question? Vous parlez dans votre livre, mais aussi là depuis 10 minutes, de l'IA comme un outil à l'école, au lycée. On a un professeur qui nous apprend à utiliser, un apprenti, il a un maître d'apprentissage qui lui apprend à se servir d'un outil. Est-ce que vous estimez, vous jugez nécessaire qu'on apprenne l'IA à l'école? Alors, il y a effectivement un rôle, l'école doit jouer un rôle. Après, ce qui m'ennuie, c'est qu'on passe notre temps à parler de l'école et du rôle de l'école par rapport à l'IA. Du coup, on passe notre temps finalement aussi à déresponsabiliser les parents. Là, il y a tout un débat sur la question des réseaux sociaux et donc est-ce qu'il faut les interdire et les réguler, voilà. Encore une fois, je trouve qu'à un moment donné, on a l'impression que tout le monde prend ses responsabilités finalement, mais que quid de la question de l'éducation parentale. Enfin voilà, donc j'insiste aussi là-dessus parce qu'il y a
une question aussi qui se joue à la maison. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a toujours cette question, effectivement, à l'école, où on dit, mais le problème, c'est que si les jeunes utilisent l'intelligence artificielle, eh bien, bon, ils vont faire leur travail à la maison avec ChatGPT, donc finalement, on ne va pas pouvoir les évaluer. Sauf que moi, j'ai toujours trouvé que le travail à la maison était de toute façon, de fait, une terrible injustice, puisque avant l'intelligence artificielle, il y avait les enfants qui, chez eux, pouvaient être aidés par un de leurs parents ou par un professeur particulier. Donc, de toute façon, de fait, il y a toujours eu des inégalités sociales par rapport à la question des devoirs à la maison. Donc, la question est plus de se dire, justement, qu'est-ce qu'on fait à l'école? Et surtout, quel sens on redonne aux connaissances? Si ChatGPT c'est tout, qu'est-ce qu'on va apprendre aux enfants demain à l'école? Si ChatGPT c'est tout, eh bien peut-être que justement il est temps de redonner du sens aux connaissances, de redonner du sens aussi aux sciences, peut-être d'être davantage dans des écoles d'application, et puis aussi se dire que eh bien, il y a peut-être le temps où on réfléchit par soi-même, et puis effectivement peut-être le temps où là on peut utiliser l'outil, mais pas l'outil comme prothèse immédiate, mais plutôt l'outil comme en tout cas élément qui serait intéressant effectivement à consulter, mais une fois que le travail de réflexion a pu être mené à l'école. Vous l'avez dit en débutant cet entretien, vous allez, en tant que philosophe, vous allez rencontrer tout le monde, quoi, les gens, les citoyens. Vous restez pas dans votre bureau à réfléchir, ou en tout cas pas que ça. Vous les sentez, ces craintes sur lesquelles j'ai commencé cet entretien? Vous les avez ressenties, ces craintes, chez les citoyens, les salariés, les techniciens, les cadres que vous avez rencontrés? Oui, alors j'ai ressenti effectivement, évidemment, ces angoisses. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi perçu toutes les croyances qu'il y a et le besoin. C'est-à-dire on est inquiet à l'égard de cet outil et en même temps, c'est comme si on ne pouvait plus s'en passer. Et c'est pour ça vraiment que j'ai voulu écrire ce livre, parce que finalement, pourquoi un tel essor? Pourquoi un tel essor effectivement de cet outil au sein de la société? C'est qu'il vient effectivement répondre à un besoin, peut-être même à un besoin de foi. Alors, du coup, est-ce que c'est parce que ce besoin de foi, effectivement, n'est plus assouvi? Donc, ça pose effectivement cette question. Avec peut-être ce dernier élément, c'est que on oublie à quel point les relations humaines, pour fonctionner, ont besoin d'une foi. Il faut une confiance réciproque au sein de la société. Une société, un pays, ça n'est pas seulement un contrat social, un corpus de textes. C'est d'abord la possibilité d'une foi entre les uns et les autres. Est-ce qu'on est fiables les uns à l'égard des autres? Et c'est peut-être effectivement, malheureusement, à cette question que l'intelligence artificielle répond, alors qu'il me semble qu'il y a plein d'outils, en tout cas plein d'outils, plein d'autres choses, ou plein d'autres personnes qui pourraient y répondre. Merci beaucoup, Gabriel. Je vous remonte son livre, Intelligence artificielle et l'homme créa Dieu. Merci beaucoup.